17 ans que je commente le Paris Saint-Germain. 17 ans qu'on vit ensemble des émotions de dingue sur ici Paris-Île-de-France, anciennement France Bleu. Ça fait 17 ans qu'on tremble. J'ai vécu le 4-0 d'Unai Emery. J'ai vécu Barcelone avec le Kicks. J'ai commenté le but d'Amara Diané du côté de Sochaux. Des Coupes de France, des Coupes de la Ligue, des championnats, des titres de champion. Le quadruplé de Zlatan aussi du côté d'Anderlecht. J'ai fait le récital de Javier Pastore face à Chelsea, la tête de Thiago Silva à Stamford Bridge. Des moments si loin dans ma mémoire, mais qui sont remontés hier soir et qui sont si proches désormais, car hier soir, 90 minutes ultra kiffantes, 90 minutes de bonheur en stock, d'émotion. On a vu le précipice, on a senti le vertige nous envahir avant d'exploser, de se casser la voix tous ensemble sur les réseaux sociaux. Quand le PSG nous agace, nous exaspère, on dit « Putain Paris, je t'aime, mais tu m'emmerdes ». Hier soir, cette nuit, encore ce matin, j'ai envie de dire une chose. Putain Paris, quand tu joues comme ça et quand tu me fais vibrer comme ça, tu peux faire ça toute la saison. Alors oui, j'allais oublier juste une chose, cher ami. Oui, j'allais oublier juste une chose. Paris, je te connais par cœur. Mercredi prochain, face à Stuttgart, tu te plantes pas, tu te qualifies et tu nous emmènes en barrage de Ligue des Champions. Ici, c'est Paris. 100% PSG, la tribune. Au sommaire de la tribune, le PSG qui renverse la table, les conventions et surtout Manchester City mené 2-0. Paris a battu les Anglais terrassés 4-2, 37 minutes pour marquer 4 buts et entrevoir une qualification en barrage. Il faudra valider ça, bien évidemment, mercredi du côté de Stuttgart, je viens de le dire. Et donc, dans ce podcast, on va se faire le j'aime pas de ce match de City historique, puisque depuis très longtemps, Paris n'avait pas réussi à battre comme ça et à remonter un 2-0 et gagner 4-2. On fera le j'aime pas et ensuite on ouvrira quelques débats et échanges sur cette rencontre. Est-ce que c'est la plus belle victoire en Ligue des Champions sous l'ère Luis Enrique, c'est-à-dire depuis plus d'1 an et demi? Est-ce que ce succès est fondateur désormais pour ce groupe? Paris va-t-il trembler ou c'est fait finalement pour la qualif et on se dit que ça va bien se passer du côté de Stuttgart? Toutes ces questions et bien d'autres, on va en parler, puis on évoquera quand même le mercato. Et oui, parce qu'il y a une autre actualité, c'est le départ de Milan Skriniar et de Randal Kolo Muani qui sont en train de s'officialiser. Est-ce qu'il faut avoir des regrets pour ces deux joueurs? Et puis on se posera la question, à quel poste faut-il recruter? Moi j'ai une petite idée, mais on verra si les débatteurs sont d'accord avec moi. De ça et du reste, on en parle dans 100% PSG la tribune. C'est parti. 100% PSG, la tribune. Qui compose l'équipe du jour? Elle est avec nous. C'est Ambre Godillon de chez DAZN, journaliste à DAZN. Salut Ambre. Salut. Bienvenue. Merci, je suis trop contente d'être Voilà. avec vous. Ah bah oui, en plus un jour comme ça, c'est un jour merveilleux. Bien évidemment, le Paris Saint-Germain nous a fait plaisir, nous a fait vibrer et on va en parler bien évidemment. Marc Méchénois et Alexandra Flalo, nos agents libres, sont avec nous, journalistes bien évidemment et grands connaisseurs du Paris Saint-Germain. Salut les gars. J'ai su mes dernières larmes de ton intro là, je suis un peu ému. Voilà, J'ai failli repartir moi. C'est vrai? Pourquoi? Parce que t'avais tout dit presque. C'est vrai? Ah, c'est gentil les amis. En tout cas, on a vécu une sacrée soirée hier soir bien évidemment et on va planter le décor tout de suite. Voilà, on est allé tendre le micro comme ça en sortie du stade, quelques supporters histoire d'humer cette ambiance qui a été exceptionnelle. Moi, ça fait 40 ans que je vais au parc. Celui-là, il rentre au Panthéon. Il rentre dans les top 10 des matchs. Celui-là, top 5 peut-être. Le renversement de situation dans un match où on était complètement à l'envers. Et le retournement, il est incroyable. On sort les yeux pleins de lumière. Gros match du PSG. Franchement, on a été exceptionnel ce soir. Voilà, on a mis 4 buts. On les a enfoncés et on est content. On va passer à la prochaine tour. C'est génial. 2-0, j'avoue, c'était mon cadeau de Noël, donc je me suis dit ça allait être pourri. Et puis en fait, non, ils ont réussi, moi je suis trop content. Allez Paris! Franchement, c'est incroyable. Et on attendait un match référence et ce soir, il est là. Quel joueur vous retenez? Toute l'équipe. Toute l'équipe, pas un joueur spécialement, toute l'équipe. Toute l'équipe, effectivement, nous a fait vibrer. On va en parler de toute l'équipe, mais ses supporters, moi, le premier là qui dit en 40 ans avec les trémolos dans la voix, quand tu sens le kiff qu'il a pris et que nous aussi on a pris, petit tour de table juste comme ça. Ambre, je sais où tu as vécu ce match.
Tu étais pas loin des virages, même dans le virage. C'était Ouais. fantastique. On a vécu une magnifique soirée. Ah, c'était fantastique. Après, il faut dire, le public, il a été à la hauteur, hein. J'entendais dans le virage mener 2-0 et de dire on les lâche pas, on les abandonne pas maintenant. Et ça s'est vu. Et le scénario, ce qui s'est passé dans le stade. Moi, je suis d'accord avec ce monsieur. On classera haut dans notre livre d'or. On n'est pas prêt de l'oublier, ce match. Hein, on l'oubliera pas et on saura où on était, si c'est au stade ou ailleurs, hein, bien sûr, quand on se dira où est-ce que j'étais sur ce soir-là. Ça, on s'en souvient, bien évidemment. Alex. Oui, Fantastique. évidemment, je souscris avec tout ce que disent toutes les personnes qui ont parlé avant moi. Moi, c'est marrant parce que quand Paris marque ce premier but et puis le deuxième très rapidement, moi j'ai eu un peu des flashbacks. Alors c'est pas si lointain, mais de la saison dernière, le match contre le Barça à domicile où on est d'abord mené 1-0 et puis il y a ces deux buts très rapides qui viennent. Bon, ça c'est mal fini, quoi, mais j'ai eu vraiment ce truc de grandes soirées européennes, et puis surtout de grandes émotions, de trucs qui se passent bien, quoi. Ça fait plaisir, ça fait du bien, ça fait du bien. Ça fait effectivement du bien dans la sphère Paris Saint-Germain, Marc. Ça redonne le sourire à cette famille PSG, quelquefois un peu ronchonne, jamais trop contente. Même nous, ici, dans ce podcast, on râle un peu, Ouais. on vient pointer du doigt ce qui ne va pas, mais hier soir, force est de constater qu'on s'est régalé. En fait, je trouve qu'hier soir, on a vu quelque chose qu'on n'a pas beaucoup vu de ces derniers mois dans ce PSG, c'est un peu d'émotion. C'est un PSG qui nous a habitués à être clinique ou parfois un peu froid. Et c'est bon de les voir exulter, c'est bon de les voir, même de voir à la fin Luis Enrique qui est avec nous et avec le public à quelque chose de très froid parfois. Là, ça fait plaisir de voir ces émotions, de voir un peu le côté humain des mecs qui relâchaient, que ça soit sur le dernier but ou même j'ai bien aimé quand Barcola il marque son cri de rage. Ça m'a fait voilà. C'est ce que j'ai envie de voir aussi un peu dans ce PSG, c'est un peu d'émotion. Effectivement, moi je me rappelle d'un Luis Enrique qui a tensé gentiment Ousmane Dembélé qui la veille du match avait dit il nous faudrait un peu de folie dans cette rencontre pour embarquer le truc. Et effectivement, c'est au moment où Paris a décidé de jouer la folie et de partir dans la folie que tout est passé. Alors ceux qui regardent en vidéo, je voudrais juste vous dire, voilà, on a tous un peu critiqué ce maillot. Voilà, le nouveau il commence maillot, très le bien sa vie, 4e, quoi. Voilà, effectivement. Je suis en train de montrer, pour ceux qui ne le savent pas, le nouveau maillot du Paris Saint-Germain, le bleu, le 4e. Tout le monde s'est dit, si jamais il se plante, on va tous le brûler en disant, voilà, et comme par hasard, une collaboration avec Jordan avec des ailes sur les épaules et qui est très bien. Je voulais juste le dire. Parenthèse, je pense que le match d'hier rentre au panthéon des émotions, etc., mais il rentre aussi au panthéon des pires choix de maillots. Des deux côtés. Des deux côtés. Le maillot de City, l'histoire derrière est marrante et tout, c'est une horreur. Le combo Paris en bleu marine et City en jaune, là, plus jamais, par pitié. Genre. C'était le coup de gueule et le coup de C'était mon grille. j'aime pas. Voilà. Il a gagné ce maillot, tu nous l'offres. Non, c'est pour moi. Ah, d'accord. Voilà. J'ai pas le droit, tu voulais le faire gagner? Bon, ouais, je sais pas. Je vais essayer de trouver une solution pour le faire gagner. Non, mais un Promis. quiz, je sais pas. Mais là, je peux pas, là, parce qu'en fait, j'ai pas organisé. Les amis, on fait vite parce qu'en fait, notre copine Ambre, déjà, j'explique, on a démarré un peu avec un peu de retard, l'enregistrement de l'émission, et Ambre, elle va pas pouvoir rester très longtemps. Mais C'est je ma voulais faute, qu'elle soit c'est avec ma nous. faute, Ouais, on mais je peut voulais le dire, qu'elle soit avec nous et qu'on profite de ce moment de la voir. Ambre, on attaque avec toi, avec ton j'aime dans cette rencontre. Mon j'aime, le courage. Le courage de cette équipe, je suis d'accord avec ce que Marc, je crois que c'est Marc qui disait qu'on a eu des émotions. Ça fait du bien, mais aussi voilà, de la persévérance, du courage. Ça y est, c'est fini l'encéphalogramme plat là, de ce Paris Saint-Germain. Là, j'ai vu la persévérance de Bradley qui se remet à l'endroit et qui renverse tout. La persévérance de João Neves, j'imagine qu'on va en parler, qui lui aussi arrive à se remettre à l'endroit après avoir été malheureux sur le premier but, celle d'Ousmane Dembélé qui rentre, qui marque sous une pluie torrentielle et un froid glacial après avoir une grippe quand même, qu'il a terrassé. La persévérance de Ramos qui répond de la plus belle des manières, celle de Luis Enrique qui nous répond de la plus belle des manières avec un 11 courageux et qui va au bout de ses idées. Et la persévérance d'un parc, on disait éblouissant, voilà, hier soir. Enfin, j'ai tout aimé du courage de cette équipe qui s'est pas laissée abattre par le scénario, alors que nous, peut-être, on était les premiers à se laisser glisser au fond du trou, quoi. Ouais, pour être très clair, sur l'antenne d'ici Paris-Île-de-France, quand on a vu le deuxième but, quand on a vu certaines attitudes, des épaules qui tombent et des joueurs qui commencent à se regarder les pompes, on s'est dit Parce qu'on le connaît, ce scénario, Bruno, on le connaît. Ah oui, on connaît le par but cœur qui est ce Paris refusé, Saint-Germain. on encaisse derrière, il fait froid, il pleut, on se dit non encore. Alex, tu voulais réagir? Ouais, en fait, j'ajouterais juste une toute petite nuance à ce que dit Ambre, mais qui est très juste par ailleurs, et je souscris évidemment à tout ça. C'est juste que je dirais juste en Ligue des Champions.
C'est-à-dire que cette année en Ligue 1, on a beaucoup vu justement ce courage, cet esprit, Je l'ai vu un peu contre Lyon. En fait. Comment? T'as dit quoi, Ambre? Non, moi je dis, je l'ai vu contre Lyon, qui a été un moment de bascule, je pense, dans la saison où on n'attendait pas le Paris Saint-Germain à ce niveau-là. Un peu dans des scénarios contre Lens, justement, le dernier match, etc. Mais c'était quand même un PSG qui n'était pas sur l'accélérateur. Même contre Lens, il retourne le match, mais franchement, c'est tranquillou, quoi. On n'a pas l'impression qu'il se faisait mal, les gars. Contre Lens, pour le coup, il y avait quand même un truc de le PSG s'était quand même fait bousculer, quoi. Ils n'ont pas vu le jour pendant 60-70 minutes et après, voilà, ils ont un peu retourné le truc. Mais après, voilà, ce que je voulais dire, c'est voilà, donc ça reste quand même pour moi, à mon sens, une des caractéristiques un peu majuscules de ce Paris Saint-Germain de Luis Enrique, c'est ce côté. Le match n'est pas fini tant qu'il n'est pas fini, quoi. Il y a un truc, ils poussent jusqu'à la dernière minute. Ils ont vraiment beaucoup de cœur, beaucoup de courage, de persévérance. Et il y a toujours ce truc de voilà, les dernières lignes peuvent s'écrire très tard dans le match et on l'a encore vu, on l'a encore vu hier soir. Ouais. Ouais, effectivement, avec ce moment improbable, irrespirable sur ce 4e but où M. Marcignac a checké au niveau de la VAR. Le but était somptueux d'ailleurs de la part de Gonzalo Ramos. Et ensuite derrière, il a fallu attendre et encore attendre. Pour le mot courage, il te plaît aussi, toi, pour souligner la prestation de ce soir, enfin d'hier soir, Marc? C'est pas je rejoins, mais c'est pas celui que je mettrais en premier. C'est quoi le mot que tu mettrais en premier? La progression de cette équipe, globalement, c'est cohérent. Et je trouve qu'en fait, il y a 2-3 mois, tu l'as vécu contre Eindhoven ou contre Atlético, ce match, tu l'aurais pas gagné en fait. À 2-0, tu le gagnes pas. Tu serais peut-être revenu, tu te serais battu, parce qu'en fait, cette équipe, elle se bat quand même depuis le début de saison. Elle a des occasions, elle a des tirs. Voilà. On rappelle qu'hier soir, encore 26 tirs. Mais il y a une progression parce qu'il y a de l'efficacité. Puis en fait, à la fin, ce match-là, tu le gagnes alors qu'il est mal embarqué, alors que le scénario t'est pas favorable. Et il y a 3 mois, tu le faisais pas. Il y a 2 mois, tu le faisais pas. Effectivement, c'est vrai qu'on aurait pu se retrouver dans une sacrée panade. On rappelle le nom des buteurs hier soir, c'est Bradley Barcola, c'est Ousmane Dembélé, c'est Joao Neves qui, du haut de ses 1m70, va nous coller une tête. Alors oui, tête piquée, mais il fallait aussi la mettre. Excellent joueur de tête. Ouais. Ah mais non, mais il est improbable. Excellent joueur de tête. Alors, on va y revenir sur Joao Neves. Je veux juste faire une petite parenthèse pour me jeter des fleurs et jeter des fleurs à mon ancien employeur. On avait fait un papier dans le Parisien avant qu'il arrive cet été et donc on avait eu des coéquipiers à lui, donc Lenny Lacroix qui joue à Benfica et Luis Castro, l'entraîneur de Dunkerque qui était son entraîneur en réserve à Benfica, qui nous avait dit, vous allez voir, il est tout petit. Vous avez dit 2 trucs intéressants, vous allez voir, il est tout petit mais un super jeu de tête et le gars a un moteur mais défiant toute concurrence, quoi. Ouais, c'est un moteur de qualité qui nous est arrivé. Et si Gary de Jesus nous écoute de Perform, eh bien, on le salue, bien évidemment. Il revient quand il veut pour nous parler de la diaspora portugaise, bien évidemment, qui fait le bonheur du PSG. Je reste avec toi, Ambre, parce que après, on viendra aussi écouter les copains. Est-ce que tu as un j'aime pas, quelque chose qui... Allez... T'as un peu déplu dans cette rencontre magique où tout le monde a été à peu près au diapason. Est-ce qu'il y a des joueurs qui peut-être ont moins mérité que les autres? Ouais, des joueurs qui n'ont pas été au niveau, oui. Je pense que si on regarde tous vers le couloir gauche, on va tous penser à Nuno Mendes. On ne peut pas parler d'une bonne performance de Nuno. Il m'a fait hurler, il m'a frustré, il m'a mis en colère dans ce match. Alors bon, j'exclus sa demi-rotule hors jeu parce que ça m'a rendu dingue. Mais pour le reste, en fait, j'ai l'impression de dire un poncif quand je demande où est-ce qu'il est défensivement, quoi. Parce que c'est la même rengaine tous les week-ends, mais dans un match comme ça, tu ne peux pas. En fait, il se fait bouffer par Akanji, mais en fait, il se fait bouffer par la terre entière en 1 contre 1 dans son dos. Voilà, je sais pas combien il y a eu de relances mal dosées, de duels perdus, de ballons mal renvoyés. Sur les 2 buts, il est complètement aux fraises. Alors, ce qui m'énerve, c'est que c'est une chose techniquement. On peut lui en vouloir, on peut dire il n'est pas au diapason de l'équipe, mais c'est autre chose dans l'attitude. Je sais pas si c'est de la naïveté ou si c'est pire de la nonchalance, mais quoi qu'il arrive, je trouve ça très grave dans ce qu'il renvoie au reste de l'équipe en fait en termes d'énergie. Et j'avais l'impression qu'il était arrivé en pantoufle au Parc des Princes pour affronter City, quoi. Voilà, ça m'a rendu dingue. C'était mon vrai j'aime pas de ce match. Non, notre consultant, Eric Rabessonatana, a eu cette phrase hier soir pendant la rencontre en disant « Tu ne peux pas demander 10 millions d'euros en contrat quand tu as ce genre d'attitude à être aussi mollasson dans les grands rendez-vous. » Par contre, j'ai vu Marc qui dodeliné de la tête. Je sais que c'est mon expression favorite dans cette émission pour dire ceux qui ne sont pas contents, mais j'avais l'impression que tu n'étais pas complètement d'accord sur ce... Si, je suis d'accord. D'accord. Mais qu'est-ce qui te...
En fait, c'est qu'hier, il se fait passer, c'est pas dans son dos. Hein. De quoi? C'est ça qui est terrible, c'est qu'en fait, il se fait passer dans le 1 contre 1 alors qu'il a de la vitesse. Il se fait passer par un défenseur central de formation qui, dans sa première saison à City, joue latéral droit. Enfin, jouait un peu comme lui. Il pouvait jouer d'ailleurs au début de la saison où joue comme Lucas joue. C'est-à-dire qu'il est latéral, mais plus avec une position de centrale où je reste derrière pour avoir trois défenseurs. Mais tu te fais passer par Akanji, quoi. C'est pas. Je veux dire, c'est pas. C'est pas Phil Foden, quoi. Tu te fais passer par Akanji. Donc, c'est une faute et tu le vois, il est hyper relâché sur cette action. Et je suis complètement d'accord avec Eric. C'est la prolongation de contrat? Ouais. Non, j'en sais rien, mais moi, je suis d'accord avec Eric Rabessandratala. Et à un moment donné, tu réclames un salaire. Très important qui te place parmi les salaires majeurs du Paris Saint-Germain. Il faut que tu fasses des saisons majeures et que dans ces rendez-vous-là, tu enchaînes avec de la régularité parce que Nuno, quand même, il y a des moments où il a aussi surnagé dans des matchs où Paris était pas bon. Ouais, effectivement. Moi, il y a un moment, je suis en train de me demander si ce garçon a très envie de défendre. Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'il ne veut pas monter d'un cran? Mais sauf que ça va être bouché là maintenant à gauche. Hein, mais oui, c'est-à-dire que là, non seulement effectivement, il a fini le match ailier gauche quand même. Donc oui, voilà, c'est comme chose. par hasard, là... Et c'était pas mieux. Hein. Ah, oui. Tu l'as pas trouvé mieux? Moi, après, je pense qu'il était un peu carbo aussi, quoi. Mais non, on exploite mieux ses qualités quand il est ailier gauche parce que voilà, il a la profondeur, sa rapidité, etc. Mais je trouve pas qu'il ait fait des différences exceptionnelles. Ouais, non, oui, non, il a pas fait de différence exceptionnelle ailier gauche. Maintenant, moi, ce qui est clair, c'est que aujourd'hui, c'est une faiblesse dans son jeu qu'on a vu donc criante hier soir. Effectivement, là j'étais en train de revoir le but, le deuxième là. Non, c'est le premier où il se fait bouger par Akanji, c'est le deuxième. C'est le deuxième. C'est le premier. Non, c'est le premier. C'est le premier. Oui. Et en fait, il se fait bouger vraiment à l'épaule, quoi. Il se fait bouger au physique. D'habitude, il compensait avec sa vitesse. Là, il se fait vraiment bouger au physique, au duel, etc. Mais non, mais c'est une faiblesse. C'est une faiblesse qui est claire et nette. Des latéraux à penchant très très offensif, des vrais pistons, des machins, il y en a beaucoup. Maintenant, les meilleurs, ils ont pas ce genre de faiblesse, quoi. Je pense à un garçon comme Alphonso Davies, par exemple, il n'a pas ce genre de faiblesse. Je pense que Nuno Mendes, s'il veut vraiment passer un cap, passer un step, il va falloir soit qu'il se renforce un peu, soit qu'il travaille vraiment défensivement. Je pense que c'était aussi pour ça que Luis Enrique a vraiment insisté tout le début de saison pour vraiment le cantonner des tâches défensives pour vraiment le renforcer un peu là. Voilà, hier, heureusement. Ça n'a pas coûté la victoire au Paris Saint-Germain, mais clairement, tant qu'il n'aura pas corrigé ça, il passera pas le rang au-dessus vers vraiment les grands joueurs en fait à son poste, quoi. En tout cas, il est pas loin de te la coûter quand même, hein, parce que les 2-0, il est pas loin. C'est pour lui. C'est pour ça que je te dis heureusement que ça l'a pas coûté, quoi. Ouais. Mais heureusement que tu te retrouves à 4-2 parce qu'effectivement, si tu restes sur le 2-0, c'est lui qui prend la cabane sur la tête. Hier, le PSG perd, il se prend la tornade, quoi. Mais c'est une évidence. En tout cas, Nuno Mendes, le j'aime pas de Ambre. Marc, ton j'aime. Je sais pas si je vais le piquer à quelqu'un d'autre. Non, c'est bon. En fait, il ne suit pas. Il faut savoir, on a des conversations pour ce le truc. Il ne suit pas les conversations. Donc, t'inquiète pas, vas-y, tu peux y aller. Je suis un phobique des groupes WhatsApp. D'accord. Voilà. Donc, beaucoup des groupes WhatsApp. L'excuse. Non, mais c'est vrai, je fais le tri de mes groupes WhatsApp et je l'en mets beaucoup en. Au moins, on connaît ton j'aime pas, c'est déjà ça, quoi. J'aime pas les groupes WhatsApp, c'est ça. Du coup, c'est clair. Allez, vas-y. Du coup, je m'en souviens même plus. Ah, c'est sur les supporters, mon ami. C'est toi-même qui me l'as écrit. Non, mais j'avais dit que j'avais aimé l'idée de mettre des supporters. En fait, non, j'ai pas aimé au final. Mais je trouvais que l'idée était très bonne d'avoir des supporters du CUP en tribune Boulogne. Sur le papier, franchement, je me suis dit, ah super. Ça m'a excité, ça m'a recréé une petite émotion. Je me suis dit, ah peut-être ça va embarquer cette tribune Boulogne. Et au final, j'ai pas senti que ça avait embarqué grand monde. Le déroulé de la bâche au début du match, c'était un peu compliqué. Donc, je pense que... Mais l'ambiance a été dingue quand même. Non, mais l'ambiance, elle est... Franchement, on faut pas se mentir. C'est dans ces soirs-là... Dans ces soirées-là, il y a le parc et surtout le virage Auteuil assure en fait. Et j'ai vu beaucoup aussi de gens qui étaient debout dans les tribunes, dans cette tribune Borelli juste en dessous de nous. Mais j'ai pas aimé au final parce que
et je pense qu'il faut que le PSG, s'il veut recréer une ambiance ou passer un cap en termes d'ambiance, parce qu'en fait, il y a un potentiel au Parc des Princes qui est inexploité. Eh ben, il faut faire plus que mettre 300-400 supporters dans la tribune Boulogne. Il faut organiser des choses, donc peut-être densifier, mais avoir, je sais pas, un leader de virage qui est en lien avec celui d'Auteuil pour accompagner, pour haranguer tout ça. Et j'espère que le PSG va pas se contenter de ce match, de cette expérience sur ce match-là, et qu'on le reverra peut-être pour le barrage et après. Ambre, toi qui, comme nous tous autour de la table, mais tu l'as vécu aussi à une certaine époque de l'intérieur, est-ce qu'on peut mettre ça sur l'une des plus belles ambiances, franchement, l'avant-match, avec les flammes qui crachent, les trucs bateaux, machins, fluctuants, enfin, il y en avait de partout, c'était génial. Rio Ferdinand, grand consultant, ancien joueur du côté de l'Angleterre, et qui est désormais consultant pour une chaîne anglaise, il était comme un dingue, il a fait des stories, il était comme un fou, il disait que c'était amazing. Ambre, toi de ton côté, ton avis par rapport à ce que vient de souligner Marc? Bah, pour avoir été en Hauteuil, j'ai du mal, moi, à palper comme en latéral ce qui s'est passé du côté de Boulogne. Pour le coup, j'étais beaucoup trop loin. Moi, je peux dire ce que j'entendais. J'étais étouffée par le bruit d'Auteuil. J'ai vécu les tifos de l'intérieur, etc. C'était absolument magique. Mais pour le coup, Rio Ferdinand, il devrait venir plus souvent au Parc des Princes parce que les ultras sont quand même souvent au rendez-vous dans les grands chocs européens, les grands chocs même de Ligue 1. Donc, Mais est-ce qu'il faut nous, aller c'est à pas la Boulogne? première fois Est-ce qu'il qu'on faut que ça voit s'installe à Boulogne, ça. Ambre? Bah, moi, j'aimerais bien. Comme le demande Marc. Bah, j'aimerais bien, évidemment, mais j'aimerais bien ne serait-ce que pour l'expérience des gens qui sont dans le stade à Boulogne, pour qu'ils ressortent moins frustrés du stade. Tu viens pas au stade pour être assis et qu'on te demande de pas chanter. Ça, c'est voilà. Ça, c'est un non-sens pour moi. Au-delà même de l'ambiance qui peut profiter à tout le monde, pour les gens qui sont en Boulogne, voilà, t'es en virage, t'es pas là pour rester assis, quoi. Moi, je comprends leur frustration, donc évidemment, j'aimerais que la flamme reprenne du côté de Boulogne. En tout cas, on a vécu une très grande soirée, effectivement, pour... Tiens, juste, on va les coulisses comme ça. Il y en a un qui était allé à Liverpool. Ouais, tout à fait. Voilà, autour de cette table. C'est niveau de l'ambiance, Liverpool. Alors Liverpool, Lille, on le rappelle. Ouais, pour le plaisir. J'ai eu l'immense chance d'aller voir Liverpool-Lille mardi soir juste pour mon propre plaisir, effectivement. En fait, Liverpool, c'est une ambiance très spéciale parce que c'est pas comme au Parc des Princes, ou c'est pas comme dans les stades en Italie ou autres, où ils ont une culture ultra, où ils ont des chants, etc. Ils ont un COP qui est assez scolaire, assez studieux, qui lance quelques chants, mais ils ont pas un répertoire très, très étoffé. Par contre, c'est 71 000 places, je crois, ou peut-être un peu moins, mais c'est un truc comme 70 000 places Anfield. Et quand ça pousse, c'est extraordinaire, quoi. Et alors le You Never Walk Alone, moi j'avais les larmes aux yeux, en fait. Il faut se rappeler une chose, hein, c'est que les supporters de Liverpool avaient applaudi, rappelez-vous, les supporters du Paris Saint-Germain, les 3000 du PSG qui avaient fait le déplacement pour le match de Tourelle, le fameux match, c'était Tourelle? Ouais, 3-2. Le fameux, voilà. Et, perdu. 3-2. Mais en tout cas, il y avait eu applaudissements de la part du public d'Anfield. Ton j'aime? Mon j'aime ne va surprendre personne parce qu'il a fait, je pense, hier un match absolument dingue, c'est Joao Neves. Il était absolument partout, au four, au moulin et à la boulangerie. Enfin, c'était n'importe quoi. J'ai rarement vu Alors évidemment, il fait une excellente saison pour sa première saison. Il a quoi? Il a 20 ans? Il a encore 19 ou il a 20 ans? 19 ans, t'arrives au Paris Saint-Germain avec le prix que t'as coûté. Dans un secteur de jeu qui est toujours compliqué pour s'imposer, etc. Tu fais une saison aussi folle, c'est déjà dingue. Là, face à Manchester City, dans un match où le PSG attendait des leaders, attendait des joueurs avec de la personnalité. 20 ans, pardon. Donc 20 ans. Et il a juste répondu présent et il a montré en fait toute l'étendue de son potentiel. Je pense que ça peut devenir un immense joueur. À la récupération, il a été étouffant. C'est assez rare de voir des joueurs. Alors le PSG il faut le mettre ça au crédit de Luis Enrique, a assez aisément gagné la bataille du milieu hier, mais c'est assez rare de voir des milieux de terrain autant mettre en difficulté quand même les joueurs de City qui sont pas n'importe qui, quoi. Donc ce garçon, c'est un bonheur de le voir jouer. Hier, il fait un match, je trouve, qui est à l'image vraiment du PSG de Luis Enrique. C'est un match avec du cœur, c'est un match avec de la hargne, un match avec de l'envie. Il n'a pas compté les kilomètres, il a pas rechigné à aller au contact. Voilà, moi je suis conquis, je suis fan. Il y a ce but qui vient derrière, où encore une fois,
il va se battre pour aller chercher ce ballon de deuxième poteau, pour aller le marquer. Voilà, je suis fan et je suis assez content aussi qu'il ait reçu le trophée d'homme du match qui va souvent un peu au dernier offensif qui a marqué quand c'est l'UEFA qui gère ça. Là, ils ont très très justement récompensé celui qui était pour moi le meilleur joueur parisien hier. Joao Neves, Ambre, ça sera ta dernière intervention et puis tu reviendras bien évidemment dans ce podcast. Ta dernière intervention voilà. tout jamais. Non. Ouais, tu sais, tu l'annonces comme ça. Voilà, c'est fini. Voilà. Allez, ciao. Non mais attends, j'ai promis 50, regarde, il lui reste 45 secondes pour nous parler de Joao Neves. Joao Neves, je suis d'accord. En fait, Vitinha avait son Barcelone. Joao, ça y est, à son Manchester City, quoi. Pour moi, on parlait du livre d'or du club, il est rentré dedans définitivement. Je pense qu'il avait déjà conquis l'âme des supporters. Là, il a conquis tout le monde. Voilà, c'est aussi sa force de caractère que j'ai aimé parce que il met un but exceptionnel. Il sort un match vératesque, je pourrais dire, même si je pense que notre Damien Doll m'insultera après avoir dit ça. Mais il avait été malheureux en détournant le ballon sur le deuxième but de City. Et il reste pas. Il retourne pas ça dans sa tête. Il active la seconde. Le pressing, c'est vrai qu'il a été exceptionnel. Et pour le coup, Luis Enrique, on peut beaucoup lui reprocher une équipe qui est scolaire. Mais c'est une équipe qui base tout sur le fait d'être injouable dans le pressing. Et Joao Neves, il a cette qualité de vraiment de répondre parfaitement à ce que Luis Enrique veut de lui. Et en même temps, il apporte cette dose d'espèce de génie créatif qu'on n'avait plus dans le milieu de terrain et qui fait du bien. Enfin, évidemment, il m'a régalé, ce petit bonhomme, qui est un grand bonhomme du coup. Ouais, effectivement, c'est Little Big Man désormais pour notre Joao Neves. Merci Ambre d'avoir été avec nous. Et là, nous, on est comme ça. Ambre, elle va partir. On changement. Lui fait, voilà, poste changement. pour poste. Voilà, effectivement, je suis un peu. C'est Ousmane Dembélé qui rentre ou pas? C'est notre Ousmane Dembélé à Radio France, bien évidemment. Je sais pas s'il a la même pointe de vitesse. Il a été un excellent latéral gauche. Lui, en tout cas. C'est ça. Et Pan, c'est notre Julien Froment. Simi Mayoulou va rentrer en jeu. Voilà, c'est ça. Julien Froment est avec Hello, nous. Salut Julien, bienvenue du service des sports de Radio France. Bisous Ambre et à très vite. Salut Ambre. Et on te retrouve bien évidemment sur DAZN, sur le mag désormais du lundi et sur les rencontres en week-end. Merci Ambre et à la prochaine les amis. Je me retourne vers toi, Julien. Tiens, allez, après on va aller voir Marco, mais on parle encore de Joao Neves, le MVP de cette rencontre. D'ailleurs, dans le vestiaire, ils lui ont hurlé des MVP, et il fait merci beaucoup et allez Paris, et il s'en va. Il essaie le français, mais c'est pas encore ça. Julien, stratosphérique sur cette rencontre. Bah ouais, pour une fois que 60 plaques sont bien dépensées par le Paris Saint-Germain pour un milieu de terrain, on va pas s'en priver. Non, franchement, bah voilà, c'est quand même le garçon qui a eu une adaptation, on va dire, plus que parfaite. Il lui a pas fallu longtemps pour jouer comme le voulait Luis Enrique. Et non, hier soir, il a été partout, il a été au four et au moulin. Son but de la tête, il a failli en mettre un en première période. Mine de rien. Là où il met la tête sur son but, beaucoup auraient mis le pied. Non, franchement, une intelligence de jeu incroyable, un espèce de charognard qui lâche pas au pressing. Et c'est vraiment. Je pense que quand Guardiola disait qu'il se méfiait du milieu de terrain du PSG, je pense que voilà, il se méfiait aussi énormément de Joao Neves. Et non, franchement, amplement mérité ce trophée de meilleur joueur. Marc, tu as fait ce portrait donc, dans le journal Le Parisien pour évoquer l'arrivée de Joao Neves à l'époque. C'est pas surprenant finalement ce qu'on est en train de voir et son adaptation aussi. Moi j'adore ce gamin. Ouais. En fait, j'aime son sourire, j'aime sa simplicité. Il y a un truc qui me va parfaitement. En fait, je trouvais que c'est un joueur qui manquait d'une performance référence, mais quand on en parlait avec mes collègues, il y a personne qui s'est posé, qui a remis en cause tu vois, le talent du gars. Tu sais tout de suite ce que tu as. Et hier soir, je racontais à Alexandre que le 6 juin dernier, moi, c'est le jour où j'ai ma petite fille est née. Et dans la journée, j'ai un ami recruteur qui vient à Paris qui me dit « T'es où ? J'ai un truc pour toi et tout ». Et je lui dis, Paris, leur priorité du recrutement au milieu, c'est Joao Neves. Il me dit, mais enfin, Paris, ils vont sur des joueurs pas random. Enfin, un joueur jeune
qui fait l'unanimité partout. C'est un top joueur, c'est incroyable. Et puis en fait, Tu veux me dire par là que chez les scouts, en fait, il est pas numéro 10, il est ah numéro non, 1. non, ouais, 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 D'accord. c'était. Quand je lui dis ça, il m'a dit, ah, mais enfin, en fait, Paris, ils vont sur des joueurs Comme ça. de futurs top, où il n'y a pas de doute. Et en fait, quand j'ai commencé à faire les portraits, on a commencé à faire des portraits sur lui, tout le monde te dit, bah voilà, en fait, c'est un garçon qui est déjà tourné vers le haut niveau. Et en fait, moi, ce que je trouve exceptionnel, c'est que tu vois tout de suite que la pièce du puzzle chère à Luis Enrique, en fait, elle colle. Mais alors là, parfaitement. Les mecs, c'est le nez au milieu de la figure, quoi. C'est une évidence totale, je trouve, pour Luis Enrique et le Paris Saint-Germain, ce joueur. Et je suis très content de l'avoir vu à ce niveau hier. De le voir, les bras en croix, devant la tribune Boulogne, où il a sauté la barrière, il est allé le célébrer. Tu sens qu'il devient. Il le dit dans 11 mondial que Paris vraiment lui plaît de plus en plus et qu'il s'y sent vraiment bien. Mais là, ça veut tout dire aussi. Mais en fait, c'est marrant ce que dit Marc, parce que c'est vrai qu'il y a souvent cet exercice quand un joueur arrive du portrait où il y a toujours un peu ce côté. On est toujours un peu dithyrambique, quoi. Il y a un peu ce côté, il est génial, et ci et ça. Et puis, quand il était petit, il a toujours été au-dessus de tout le monde, et machin. Ouais. Enfin, tu vois, en fait, il y a toujours un peu ce truc. Non, mais, Bah, bien sûr. non, mais c'est ça, parce qu'en fait, quand il y a une telle actualité autour d'un joueur, tu vas pas dire, ouais, c'est une pipe, quoi. Enfin, voilà, donc il y a toujours ça. Alors après, la question, c'est est-ce que tu vas confirmer et si oui, en combien de temps? Et là, en fait, moi, ce qui m'impressionne avec Joao Neves, c'est qu'il y a vraiment cette adaptation qui a été immédiate. C'était, si je dis pas de bêtises, 5 passes décisives sur les 4 premiers matchs, un truc comme ça. Face au Havre, premier match déjà. Le je crois premier qu'il match, fait un il en triple fait PSD, il en met déjà 2 ou 3. Et donc, il a été tout de suite au diapason. Et hier, il sort un match majuscule face à un très grand Europe, quoi. Et voilà. Et encore une fois, moi je réinsiste parce que en fait hier c'est vrai qu'en tribune on entendait un peu ouais, vous allez voir demain dans la presse, on va tous dire mais c'était un petit City, mais c'était un petit City. Alors c'est vrai. Non, mais entendons-nous bien, c'est pas le City le terreur de l'Europe qui a gagné la Ligue des Champions il y a 2 ans. Ça reste Manchester City, quoi. Ah oui. Et ce qu'a réalisé, mené 2-0. Voilà, en ne faisant rien, il te mène 2-0. Voilà, ce qu'a réalisé le PSG hier, c'est donc à mon sens un très grand exploit. Et le match qu'a réalisé Joao Neves, il faut pas le minimiser. C'est un très grand match qu'il a sorti hier. J'aimerais juste, je vais venir te voir, hein, Marc, mais en fait, je vous invite à lire le magazine 11 mondial, qui a eu la chance, on n'est pas nombreux à pouvoir avoir des joueurs du Paris Saint-Germain en interview, qui a eu la chance d'interviewer donc Joao Neves. Je pense que je vois beaucoup du PSG en moi. C'est un club qui veut parier sur les jeunes, il veut parier sur le football, le beau football. L'important est comment nous gagnons, comment nous jouons avec le ballon. Je pense que l'idéologie de ce club est parfaite pour moi, Marc. En fait, beau ce qu'il vient de dire. Tant mieux. je voulais rebondir sur ce que disait Alex à juste titre. En fait, souvent, quand on appelle des gens pour des portraits, les gens, jamais ils vont sortir la sulfateuse sur un joueur. Et en fait, tout le monde s'est mouillé très vite. Enfin, les gens qu'on a pu avoir, tout le monde s'est mouillé très vite sur le fait que ça allait marcher tout de suite. Alors peut-être qu'à un moment donné, il aura une période où ça ira moins bien et tout, mais que par rapport à Luis Enrique et au style de jeu et par rapport au caractère et aux caractéristiques du bonhomme, ça allait marcher tout de suite. Et en fait, je sais pas si on se souvient, je crois son premier match au Havre, quand il fait une passe D, au bout de quelques journées de championnat, il était déjà à 4 passes décisives. Donc ouais, c'est pas étonnant. En tout cas, c'était un total régal de voir Joao Neves jouer à ce niveau dans cette rencontre avec le Paris Saint-Germain. On espère bien évidemment qu'il va nous réitérer ce genre de performance. Et dès mercredi, c'est ce que j'ai dit dans les titres, il ne faut pas l'oublier, on y reviendra. Bien évidemment, parce qu'on va devoir sortir la calculette. On j'aime pas, Alex Que je m'en souvienne. Oui, bah oui. Bah oui, bah oui, moi je l'ai aussi. Oh là là. Je tiens juste à rappeler parce qu'on va lui mettre une petite là parce que ça suffit. Il a pas été très bon hier, mais moi je tiens juste à rappeler que c'est pas un joueur que je trouve foncièrement mauvais. Juste, il va falloir à un moment donné qu'il se décide à jouer un peu vers l'avant. C'est Kang In Lee. Voilà, en fait, je peux plus. Les joueurs qui font des passes latérales, qui font des feintes de corps pour redescendre de 10 mètres, moi j'en peux plus. Et en fait, ce qui est étonnant, c'est que je pense que c'est peut-être aussi pour ça qu'on n'est pas entraîneur de foot. Je crois que Guardiola hier a souligné le fait que la titularisation de Kang In Lee avait apporté ce surnom au milieu de terrain qui avait permis au PSG de maîtriser un peu la bataille du milieu et tout. Et bizarrement, c'est quand il est sorti que le PSG a le mieux joué, quoi. Donc en fait, il y a un peu ce côté.
il a eu son utilité qui en fait est l'utilité qu'il a eu dans le PSG un peu ronronnant de Luis Enrique, qui fait des passes mais qui marque pas. Et puis en fait, à partir du moment où il faut accélérer, où il faut marquer des buts, en fait, il ne sert à rien parce que il va pas vers l'avant, quoi. Il va pas vers l'avant. Il est tout le temps, il réfléchit trop à ce qu'il fait. Il est tout le temps en hésitation. Il prend pas de risques. Il est très frustrant parce qu'on sait qu'il a du talent, on sait qu'il a les capacités pour faire bien mieux que ça. Mais il y va pas, quoi. Il y va pas. Il a pas d'audace, ce joueur, en fait. Juste pour la note dans le journal Le Parisien. Ah, mais il prend 3, je pense. Il prend 3, Ah, voilà. effectivement. Par contre, Dembélé, lui, comme il a joué une mi-temps, il a pris un 8,5. C'était pas tout à fait pareil, bien évidemment. Mais pardon, juste Oui. parenthèse, parce que je l'ai aussi cité dans mes j'aime. L'entrée en jeu d'un joueur comme Warren Zaïre-Emery, par exemple, qui n'est pas dans le même registre mais qui était aussi au milieu, Warren, il prenait les ballons tout de suite vers le but, quoi. Tout de suite vers le but, tout de suite de l'intensité, tout de suite du peps. Et c'est ça dont le PSG avait besoin. Ils avaient besoin de marquer très vite, même s'ils avaient besoin aussi de contrôler le jeu, ils avaient besoin de marquer très vite, quoi. Et on en reparlera, je pense, tout à l'heure, mais c'est pour ça que, pareil, j'ai pas compris non plus la décision de pas titulariser Ramos, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, tu as besoin de marquer, tu as besoin de mecs qui vont vers l'avant, et tu prends un Lee qui est tout le temps tiré vers l'arrière, quoi. En tout cas, Lee, effectivement, qui est frustrant. C'est vraiment le mot qui ressort, Julien, pour un joueur qui n'a pas le niveau pour aller sur des gros matchs. On le voit pas. Après, on ne sait pas quelle utilisation et ce que lui a demandé Luis Enrique. Est-ce que c'était du taf de sap et de, tu vois, il a pressé tout de suite. voilà, Premier ballon sur la d'aller fatiguer la défense mancunienne. Et voilà, on sait très bien, on connaît ses qualités, on sait que c'est un joueur. Justement, on ne sait pas trop quel est son poste préférentiel. Est-ce que c'est dans l'entrejeu? Est-ce que c'est dans le couloir? Est-ce que c'est en faux neuf? Et je pense que c'était un peu le joueur sacrifié du 11 de départ de Luis Enrique et que son utilité, c'était un peu le taf de sap, d'aller fatiguer. Et puis après, derrière, voilà, pour marquer des buts, il savait qu'il y avait Ousmane qui était là, qu'il y a Gonzalo Ramos qui était là. Et voilà, c'est sûr que sa première mi-temps, c'est pas une première mi-temps qu'on va retenir au poste d'attaquant, quoi. Et en tout cas, remplacé, comme on l'a dit, par Ousmane Dembélé. Tu veux rajouter quelque chose, Marc? Voilà. Et après, derrière, tu enchaîneras avec ton j'aime pas. Ouais, avec mon j'aime. Non, parce que c'était plutôt un j'aime pas tout à l'heure, que ça n'avait pas marché. En fait, je t'ai embarqué sur... D'accord. Non, moi, ce que j'aime pas, en fait, c'est quand il a le ballon, en fait. Et quand le PSG a le ballon, pour Kanguini. Dans cette zone où il est sur le côté, où il provoque, il est extrêmement prévisible. On sait tous qu'il va finir sur son pied gauche. On sait tous. Il n'a pas de pied droit, donc je sais plus, je crois que c'était le dernier match à Saint-Etienne, à un moment donné, il se retrouve tout seul 25 mètres sur son pied droit, il fait extérieur pied gauche pour la donner à Hakimi. Ouais. Bon, en fait, et ça, en fait, moi je trouve que voilà, c'est un joueur prévisible et que s'il veut passer un cap, il va falloir qu'il trouve de la variété dans son jeu. Et en fait, par exemple, quand il revient sur son pied gauche pour rentrer intérieur, des mecs comme Messi, comme Robben, ils avaient l'explosivité sur quelques mètres, sur quelques pas et des feintes de corps pour déstabiliser les adversaires et frapper au but. Lui, il n'a pas ça en fait. Il a pas ses premiers pas, cette accélération. Et voilà, s'il veut passer un cap, il va falloir qu'il soit... Je pense que le cap, c'est juste un ressenti. J'ai l'impression quand même qu'il est légèrement limité. C'est-à-dire qu'il va écouter des consignes, il va faire ce qu'on lui dit, mais il n'ira pas plus loin. On va arrêter sur Kanguini et on va partir sur ton j'aime. Ouais. Donc, tout à l'heure, c'était un j'aime pas, je n'avais pas compris. Mais c'est pas grave, j'aime ces petits contre-pieds. Lui, il sait jouer pied gauche, pied droit. C'est marqué ça chez peut nous. paraître contradictoire avec ce que je viens de dire. Et on s'est posé la question hier avec Alexandre, qui était à mes côtés pendant ce match. Savoir est-ce que c'était un bon coaching ou un mauvais choix de ne pas faire jouer Ramos et Dembélé. Donc Dembélé, a priori, moi, de ce qu'on m'a dit à la sortie du match, c'est que déjà, il avait 45 minutes, quoi. Enfin, il avait encore il était grippé, donc c'était compliqué pour lui d'être à 100%. Et moi, j'ai envie de penser que c'est un bon coaching. D'abord parce que j'ai bien aimé le match de Fabian Ruiz aussi, qui je trouve que dans le pressing a été l'âme directrice du pressing parisien. Et puis je pense qu'il avait aussi envisagé, Luis Enrique, que quand il va faire rentrer Ramos, ça va peser sur les défenseurs. Ça a pu être le même match. Quand il va faire rentrer Dembélé aussi,
que tu vas te retrouver dans des situations de 1 contre 1, en face, le latéral, il montera plus pareil. Et en fait, je pense qu'il a aussi observé que Doué et Barcola se sont retrouvés dans des situations de 1 contre 1 et que il n'y en a aucun qui passait. Et que là, la différence, il y avait une clé et que lui, Dembélé, c'était le seul qui peut faire la différence. Donc, moi, je trouve qu'il y avait un bon coaching, il y avait une bonne idée de départ où tu as bien appréhendé cette équipe. Et quand il a fallu mettre le feu, il a fait rentrer les pyromanes, quoi. Ouais, coaching gagnant de Luis Enrique, et ça va nous permettre de glisser dans quelques instants sur le débat, le premier débat de cette émission. Julien, c'est vrai que on s'est tous posé des questions. On était même sur Axe. Rappelle-toi qu'on a tous vu le 11 de départ et qu'on voit Lee Kang-in et Fabien Ruiz, on dit ah bon, ok. Et voilà, mais après le truc c'est encore une fois, on n'est pas dans la tête de Luis Enrique, il nous rabâche certainement à juste titre qu'on n'est pas entraîneur professionnel, on n'a pas tous les tenants, les aboutissants, et que ce que nous on peut avoir comme vision, comme perception sur des matchs, on n'a pas les entraînements, on n'a pas l'idée directrice de ce qu'il veut mettre en place. Et très certainement que s'il a mis Fabien Ruiz et Lee Kang-in, c'est parce qu'il avait en tête peut-être dans un premier temps de fatiguer cette équipe de City, et derrière, comme l'a dit Marc, d'avoir des joueurs percutants capables de faire les diffs. Au final, il y a 4-2, Dembélé a marqué, Ramos a marqué, Lorenz et Emery a fait une super rentrée. Bon voilà, bravo Luis Enrique, et puis coaching gagnant, quoi. Il y a pas plus à dire, hein. Très rapidement, tour de table pour terminer, après on se lance sur Luis Enrique. Un mot quand même, alors il y a Ousmane Dembélé, mais lui, on le connaît. Moi je voudrais juste parler de quelques instants, Bradley Barcola. Alors, je vais dire que moi c'est mon le seigneur des agneaux, mon gars. Voilà, c'est ça, c'est mon petit MVP à moi sur cette rencontre. On en a parlé dans cette émission lundi, on en a parlé sur la précédente, on se posait des questions. Il est à une passe décisive, un but sur ses 3 derniers matchs. Alors oui, il y a Espali, oui, il y a Lens, mais il y a maintenant Manchester City dans le tableau. Enfin, un match, ou en tout cas 45 minutes de très haut niveau. Ouais, 45 minutes. Voilà. Sa première période, elle est pas scolaire. Ouais, elle est pas déroutante, quoi. Franchement, mais en fait, c'est-à-dire que il a été un peu sur le même rythme que l'équipe, quoi. C'est-à-dire que au début, un peu ronronnant, il a pas, quand il avait notamment ballon côté gauche, il a pas eu ce geste, ce coup de rein qu'il peut avoir d'habitude pour déstabiliser, pour essayer de casser un peu le rythme du match. En fait, comme le disait Marc et Julien, il y a eu ce côté un peu, la première période, ils se sont vraiment attachés à épuiser un peu, à faire tourner, machin, et puis après, ils ont vraiment accéléré quand ils ont été dos au mur, pour le coup, donc ils n'avaient pas le choix. En revanche, là où, pardon, je finis très vite, mais là où Barcola a été un peu moins bon ces derniers mois, là, quand il a fallu accélérer, il était là, quoi. Il était là, il était bon, efficace, présent sur le but de l'égalisation, enfin le but de 2-1, pardon. Son accélération, elle est parfaite, c'est ce qu'il sait faire, quoi. Ouais, tout droit, voilà. C'est on a déjà vu ces accélérations, c'est un petit jeune là qu'on avait à Monaco là. Ça ressemblait un peu à ce genre de truc. Là. Ouais, non, il est mieux là où il est aujourd'hui. C'est ça. Mais donc voilà, donc plaisir de le voir à ce niveau-là et encore une fois curieux, mais dans le bon sens du terme, de voir la concurrence avec Kvaratskhelia. Marc, très court sur Barcola, mais j'ai l'impression qu'il est à l'image du Paris Saint-Germain. Il était au bord du précipice, lui aussi. Et en fait, je sais pas, il s'est mis les doigts dans la prise en se disant bon sang de bonsoir, je peux pas en rester là et je peux pas terminer comme ça, en tout cas, c'est pas possible. Ouais, mais ce que je trouve réjouissant, c'est que il a des stats ces 3 derniers matchs, mais il est pas non plus waouh. C'est pas le Bradley où on se dit il y a un match il fait des matchs, des prestations consistantes. Donc la question que je me pose, c'est qu'est-ce que ça va être le jour où il va, en plus de ça, être plus consistant dans la durée et dans le jeu de son équipe. Voilà, mais j'espère que pour lui que le meilleur est à venir, et surtout son réveil, il arrive quand même au bon moment, parce que il a un client, et en fait je pense que ça peut aussi, ça sera intéressant à voir, ça va devenir un casse-tête pour Luis Enrique, et je suis curieux de savoir quelle animation il va mettre en place, parce que à terme je vois bien
que Barcola soit toujours là et que Kvaratskhelia soit aussi présent sur la. Et on rappelle que Désiré Doué n'a pas été mauvais non plus dans sa première mi-temps, c'était plutôt pas mal. Il a l'embarras du choix et c'est un bel embarras, je trouve qu'il a pour l'instant Luis Enrique. Effectivement, on se plaignait de l'attaque désormais. Oui, c'est ça. Ouais. C'est sûr, mais moi, une petite attaque Kvaratskhelia derrière. Tu l'as toujours pas, hein. Tu le tiens toujours pas. J'essaie de faire ton. Kvaratskhelia. Kvaratskhelia, voilà. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que avec une attaque comme ça, Kvaratskhelia, hop là, pardon, Bradley Barcola, voilà, et Ousmane Dembélé, ça peut quand même faire un gros kiff. Et j'imagine notre ami géorgien hier dans les gradins en train de se regarder le match, le public et ce qu'il a vu sur le terrain. Je pense qu'il doit être, voilà, il doit être assez, doit être assez intéressé de se hyper et de se lancer là-dedans. Les amis, est-ce que l'on a vu la plus belle victoire en Ligue des Champions sous l'ère Luis Enrique? Est-ce que c'est un acte finalement fondateur, cette rencontre, et ce fameux, vous inquiétez pas, ça va venir, un de ces jours, la roue va tourner. Et voilà, on l'a eu, ce match référence sous Luis Enrique. Je me retourne vers toi, Julien Froment. Je pense que l'an dernier, on en a eu un qui était à Barcelone, à Montjuïc, où ce match-là vraiment a été la performance majuscule de la saison du Paris Saint-Germain. Mais c'est vrai qu'au Parc des Princes, oui, il y a eu victoire contre le Milan AC, il y a eu la victoire contre Dortmund en phase de poule, mais là, c'est quand même, voilà, tu te dis, c'est un peu l'élève face au maître Guardiola, c'est Manchester City, certes, un City en fin de cycle, mais ça reste quand même un club qui a gagné la Ligue des Champions en 2023, qui a des références, et voilà. Et oui, je pense que c'est un acte fondateur parce que ça vient valider tout ce qu'a fait le Paris Saint-Germain durant cette phase de groupe. Parce que au final, Paris a fait le même match contre le PSV, contre Gérone, sauf que sur ces matchs-là, ils n'ont pas été efficaces. Là, ils l'ont été. Et il y a eu une maîtrise, je crois qu'il y a une stat, je crois que c'est la deuxième fois que Guardiola est réduit à autant de peu de possession de balle. Je crois qu'il a 63% de possession pour le PSG. Ouais, voilà, et je crois que c'est arrivé que 2 fois dans sa carrière. Et la première fois, c'était face déjà à Luis Enrique sur un Barça-Bayern. Donc voilà, c'est dire quand même que le PSG a imposé quand même quelque chose à City. Et d'ailleurs, il l'avait dit, hein, Luis Enrique en conf de presse, c'est un peu son mantra en disant, de toute façon, le football, y a un ballon rond au milieu du terrain et le but, c'est que une équipe l'est plus que l'autre, quoi. Et là, c'est ce qu'il a fait. Et je pense que, ouais, Paris peut et doit construire, en tout cas, sur ce match-là face à City, quoi. J'ai l'impression que, Marc, tu n'es pas d'accord avec le propos de Julien. Tu m'as fait le petit signe. Presque, ouais. Dis-moi. Parce que pour moi, Barcelone, l'année dernière, ça peut pas être une prestation référence. Désolé. Mais pour moi, c'est un trompe-l'œil, en fait, hein, Barcelone l'année dernière. Sur l'expulsion de Araujo, Paris sont menés 1-0 et je suis pas sûr que. Enfin voilà, je vais pas faire. Je vais pas faire. Oui, mais bon, tu provoques en fait. S'il est pas con, Araujo, il peut aussi laisser partir au but. C'est pas, ça se trouve Ter Stegen. Pas de la faute de voilà. PSG, ça pour le coup. C'est pas la faute de Barcola, si. Oui, c'est ça. Non, mais voilà, je veux dire, marquer les 4 buts. Mais moi, je pense que oui, c'est la performance référence dans la mesure où en fait, je crois que le bilan du PSG sous l'ère Luis Enrique en Ligue des Champions, il est pas dingo. Il est quand même demi-finaliste, mais effectivement, dans les phases de poule, si on doit compter en ratio brut, victoire, défaite, match nul, il est pas, j'ai pas les chiffres exacts, mais il est pas dingo quand même. Donc, évidemment, c'est la performance référence de ce PSG, de son PSG. Et je trouve même dans l'idée de ce qu'il a voulu mettre en place, dans le répondant qu'ont eu ses joueurs, et dans la durée, évidemment, tu as un creux de 5 minutes et t'en prends 2. Mais la réaction, le pressing, la volonté collective, je trouvais que tout était vraiment clean hier. Est-ce qu'on s'appuie là-dessus, Alexia Flalo, pour grandir? Parce qu'on dit que cette équipe doit grandir. C'est ce qu'il nous dit, Luis Enrique. Cette équipe va grandir et en fait, elle intègre tout ce que lui demande Luis Enrique. Mais alors, je trouve que tu me fais une belle passe décisive, parce qu'en plus, j'avais justement un petit bémol à ajouter à tout ça. Alors, évidemment qu'on grandit sur ce genre de performance. Le point commun, je trouve, entre les deux références dont on parle, qui sont Barcelone la saison dernière et Manchester City, qui en fait ont des situations très similaires, hein, parce que tu as un handicap de 2 buts, tu en marques 4 derrière, tu as une belle réaction, tu domines outrageusement le jeu. Et malheureusement, il y a un autre point commun aussi, c'est que ce sont 2 victoires écrasantes qui souffrent toujours d'une petite contestation, du genre oui, mais le Barça, il y a eu le rouge d'Araujo, oui, mais c'est pas le grand Manchester City, oui, mais.
Et en fait, je pense que c'est en sécurisant ce genre de victoire et en augmentant un peu ton capital confiance que tu vas avoir des victoires qui ne souffrent d'aucune contestation face à des grandes d'Europe. Moi, par exemple, si le PSG avait sorti cette performance-là face à Arsenal ou face au Bayern Munich cette saison, on aurait dit, bon bah ok, c'est bon, c'est la référence, point la ligne, quoi. Parce que c'est des équipes qui sont en pleine forme, c'est des équipes qui sont en pleine possession de leurs moyens, en pleine confiance et qui te posent des problèmes. Là, on a toujours ce côté. Alors, ne minimisons évidemment aucunement la performance du PSG hier. Moi, je suis le premier à le dire. Immense exploit, immense performance. Mais il y aura toujours cette petite musique, ce petit truc qui vient un peu parasiter. Et je pense que, voilà, pour finir, c'est en accumulant ce genre de performance que le PSG va pouvoir avoir des très grandes victoires face à des très grandes équipes en grande forme. Et justement, il va falloir enchaîner. Il va pas falloir se rater parce que c'est bien ce qu'a fait Luis Enrique, son équipe. Finalement, pour revenir quand même sur la prestation d'hier soir, Julien, c'est peut-être la plus complète parce qu'effectivement, le match de Barcelone, il y a un événement qui fait que, mais avant, ça se passe pas forcément bien. Là, de la première à la 90e, Paris fait un peu ce qu'il veut de Manchester City, à part sur 5 minutes. C'est même 2 minutes. C'est en 2 minutes. Ouais, mais je pense que c'est ce qu'a dit Marc tout à l'heure. Je pense que c'est ce à quoi le PSG de Enrique doit ressembler. Enfin, en tout cas, c'est ce que lui il veut voir sur le terrain. Et là, ça a été appliqué à la lettre. Alors, hormis bien évidemment le petit passage à vide qui coûte 2 buts, mais dans la volonté de presser haut, de faire tourner le ballon, d'avoir des ailiers explosifs. Enfin, voilà, toute cette volonté de Luis Enrique, bah là, c'est incarné dans ce match. Et c'est, en gros, c'est les matchs que tu mets en tête de gondole pour dire, bah voilà, le PSG de Luis Enrique, ça doit ressembler à ça, avec ses qualités et avec les quelques défauts encore résiduels, quoi. Mais je pense que c'est vraiment ça, c'est le côté, moi je veux jouer comme ça cette saison et ça doit être la référence en fait au final du PSG version Lucho, quoi. Depuis 2012, le Paris Saint-Germain n'avait pas renversé une situation. C'était en Ligue 1, c'était contre Valenciennes, mais depuis 2012, Paris n'avait pas renversé la table comme ça. Mené 2-0, habituellement, c'était rideau, merci, bisous, bonsoir. Là, ce PSG le fait. Et il y a un caractère qui est en train de... Parce que, outre ce qu'on voit sur le terrain, il y a une mentalité qui est en train de se dessiner, et c'est aussi du Luis Enrique. Marc. Est-ce qu'il y a une mentalité qui est en train de se décider? J'avais envie de croire que oui, en tout cas que hier, tout le monde était au diapason, dans la même direction. J'attends quand même la semaine prochaine. J'ai pas envie de m'enflammer. Mon PSG est capable quand même d'aller nous faire un petit 1-0. Dinguerie. Ouais, une petite dinguerie et de se faire un peu peur. Donc, même si ça sent plutôt bon quand même, parce que les conditions pour se qualifier, c'est un match nul ou une victoire. Et puis, ça peut passer, même en cas de défaite, il faudrait... alors, j'ai les conditions, mais on y revient après, je ne vais pas vous les lire, mais il faudrait un scénario rocambolesque. Donc voilà, mais j'espère moi juste que... Je pense que pour qu'il y ait des références, il faut qu'elles s'étendent dans le temps et qu'en fait, une référence doit devenir une dynamique. Et moi, j'attends de voir ce PSG avoir une dynamique qui lui permettra en fait d'aborder un barrage sereinement. Et moi, quand j'entends la petite musique d'un Pep Guardiola qui dépose les armes en conférence de presse et qui dit le meilleur a gagné, Bernardo Silva, idem, à Marc. Moi, je pense qu'ils sont très conscients de ce qu'ils sont en train de traverser. La semaine dernière, là, quand on s'est vu lundi, j'avais dit oui, ils ont bien géré leur Qui l'a dit? Bibi l'a dit dans son petit édito et j'ai commencé l'édito en disant moi j'ai regardé Ipswich Town Manchester City, je tremble pas parce qu'effectivement les Tractor Boys là ils étaient gentils mais moi je trouvais qu'ils avaient plutôt bien géré surtout en faisant avec quelques effets d'annonce, mais je pense que en fait Manchester City sont très conscients et Pep Guardiola c'est pas le genre de mec à se cacher, ils sont très conscients de ce qu'ils traversent, que c'est difficile. Et que, en fait. Oui, mais les louanges, on peut les accepter quand même, on peut les prendre. Bien sûr. C'est bien aussi pour le Paris Saint-Germain. Bien sûr. Mais c'est d'autant plus parce qu'ils traversent cette période-là qu'ils sont en capacité de reconnaître que en fait, l'adversaire leur était supérieur. Point. C'est tout. Bon, très bien. Autour de la table, quand Bernardo Silva vient de dire qu'il était admiratif de cette équipe du Paris Saint-Germain, c'est un beau compliment ou c'est un trompe-l'œil ou en tout cas, ça peut être dangereux. Moi, je me rappelle d'un Arsène Wenger qui, lors d'une Emirates Cup dans les années 2008-2009, nous dit avec
Sankaré, Ngoï et Mamadou Sakho, poto, tu peux partir à la guerre et tu te retrouves tes 12e ou 13e complètement en vrac. Donc, tu peux partir à la guerre et tu peux la perdre aussi. Non, bon, là, je fais le vieux con. Mais Au-delà de leur état de forme actuel, je pense qu'ils sont dans les louanges parce qu'eux, ils savent ce que c'est que d'être au top, ce qu'il faut pour être au top, à la fois dans la performance et dans la performance collective. Donc quand eux, ils voient ça, forcément, ça leur rappelle des standards qu'ils connaissent. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus facile pour eux de le dire. On va retenir bien évidemment les Manchester City qui est tombé seulement pour la 2e fois face au Paris Saint-Germain dans l'histoire. C'est quand même aussi à noter. Je peux quand même dire une chose. Pour me jeter des fleurs, les 2 fois j'étais là. Donc en fait, à chaque fois que Manchester City viendra, il faut que tu viennes. Voilà. Très bien. Là aussi. Voilà. Moi aussi. Mais sauf que vous, vous étiez là aussi pour d'autres matchs. Moi, j'étais là que pour ces 2-là. Mais non, tu viens tout le temps. Contre City, c'était seulement la 2e fois. D'accord, très bien. Ah oui, parce que moi, je n'ai que gagné contre City. Tu as fait une défaite aussi à Manchester City. Moi, je suis allé à Manchester pour la Coupe de l'UEFA, le 0-0, où les deux n'étaient pas sous pavillon étranger. Voilà, les amis. Ça, c'est autre chose. Le vieux combattant, quoi. Voilà, papy vous a un peu calmé. Allez, Pierre, on fait la pause qui réalise cette émission et on se retrouve dans quelques instants pour savoir si Paris va pouvoir aller à Stuttgart sans trembler. Et on parlera aussi Mercato. À tout de suite. Ici, la journée commence dès 6h. Bonjour. François-Xavier Canova. Ici, dès 6h, votre routine du matin sur votre radio ici, qui vous permet chaque week-end de chouchouter votre pouvoir d'achat. Et si je vous dis qu'on a aussi de beaux cadeaux pour vous, vous serez là ? On se réveille ensemble, ici, dès 6h. 100% PSG, la tribune. Julien Froment, Marc Méchénois et Alexandra Flalot sont avec nous pour cette tribune 100% PSG, le podcast d'ici Paris, Île-de-France. Je vous rappelle que le Paris Saint-Germain s'est imposé. On a eu peur, on a eu le précipice, on s'est dit oulala. Attention, j'ai pas pied. Ça pourrait mal se terminer. Et le Paris Saint-Germain nous a fait trembler, mais le PSG a réussi le coup. On rappelle 2-0 pour Manchester City. Et derrière, la cavalerie qui sonne la recharge. Dembélé, Barcola. On a du Joao Neves, cette petite tête là. Et ensuite, on termine avec la rencontre, avec le but de Gonzalo Ramos. Les 3 minutes les plus longues de l'histoire du Paris Saint-Germain pour attendre la validation d'un but. Il était très beau en plus ce but, cette petite lucarne droite de Gonzalo Ramos. Un ballon, un but, j'aime ce genre de stats. Il est toujours là, notre attaquant portugais, même s'il galère un peu plus avec les défenses françaises. Les amis, on rappelle désormais, le PSG est qualifié, parce qu'il nous reste encore une journée, bien sûr, parce que là, on fanfaronne après Manchester City, mais faut faire attention, bien évidemment, et ne pas trop s'emballer. Le PSG qui est désormais 22e du classement, donc déjà, il s'est remis dans le sens de la marche, dans la bonne zone de flottaison, et donc, et pour l'instant, si on en restait là, qualifié pour les barrages. Si Paris veut décrocher les barrages, il lui faut un match nul ou gagner du côté de Stuttgart. Hier soir, je regardais les copains de l'équipe du soir et ils ont fait venir un statisticien. Ils ont tenté 1 million de combinaisons avant de tomber sur une qui pouvait éliminer le Paris Saint-Germain en cas de match nul. Donc, à première vue, voilà, il faudrait vraiment qu'on n'ait pas de bol. Après, je sais que c'est la maison PSG. Regarde-moi pas comme ça, Julien. J'ai rien dit, mais... ouais, mais ton regard voulait dire beaucoup de choses, cher ami. Voilà. En tout cas, voilà. Et le Paris Saint-Germain, s'il perd, après, faudrait regarder les résultats de Zagreb, de Benfica, du Sporting Portugal, etc. Ouais, je peux raconter le détail si tu veux. C'est du charabia, hein, t'es prêt ? Si ça prend trop long, j'ai pas beaucoup de temps. Allez, tu me coupes. Vas-y. Alors, c'est Paris perd au moins... et au moins des 2 des conditions suivantes sont remplies. Zagreb ne gagne pas contre Milan. Benfica perd contre la Juventus d'1 but de plus que Paris contre Stuttgart. Ouais. Le Sporting Portugal perd contre Bologne et Paris perd sur le même écart ou mieux contre Stuttgart. Et Manchester City ne gagne pas contre Bruges, sans que dans le même temps Donetsk ne gagne contre Dortmund et passe devant le PSG au goal. Kaboulox. On arrête. Et tu sais quoi ? Justement, pour pas calculer. Qu'est-ce qu'on fait ? Il faut gagner, mais non, mais juste. Est-ce qu'on y va sans trembler ? Est-ce que cette qualif, finalement, on a fait on a fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire tomber City ? Non, mais Bruno, nous avons bien trop d'expérience pour y aller sans trembler. Enfin, non. Évidemment, il faut y aller avec la ferme intention de leur coller une petite tartine maison. Il faut y aller avec la même détermination qu'à 2-0 hier soir, c'est-à-dire mort de faim, quoi. Mort de faim absolue.
Et en fait, c'est ça qui est formidable avec, je trouve, ce format récolte pas mal de critiques. Mais moi, je pense que mercredi prochain, on va tous passer une excellente soirée. Ça va être le multiplex du siècle, quoi. Ça va être génial de voir le classement évoluer minute par minute. Le PSG a été pendant très longtemps dans les tréfonds du classement. Il y a quand même un scénario où ils finissent au même nombre de points que Lille, Monaco et Brest, qui ont caracolé en tête pendant tout le début de la compétition. Donc c'est assez fou, quoi, que ça tient à rien. Voilà, et c'est parce que ça tient à rien qu'il faut y aller avec la ferme intention voilà, faut les boxer, quoi. Il y a pas d'autre mot, en fait. Stuttgart 4e quand même de Bundesliga, c'est pas mais n'importe justement, qui. faut pas les sous-estimer, mais faut y aller ferme, quoi. Surtout que Stuttgart, en fait, eux aussi vont jouer leur qualif. Oui, c'est ça. Ouais, ils sont 24e, Stuttgart. Hein. Et ils sont 24e, ouais, avec moins un classement sous les yeux. Ils ont le même nombre de points que Paris, donc eux, ils vont aussi y aller. Ils viennent avec des. Après, bon, Manchester City hier jouait sa qualif, donc. Ouais, j'attends de voir aussi. C'est une équipe. J'ai vu le match contre la Juve de Stuttgart. Ils ont pris 5-1 contre Dynamo Zagreb par ailleurs dans cette compétition, mais j'ai vu le match contre la Juve. C'était très solide à ce moment-là. Donc j'attends de voir. Attention. Et contre le Real Madrid aussi. J'ai vu le match contre le Real Madrid la première journée. Franchement, ils perdent à Bernabeu. Ils reviennent à moins avec un point, c'est normal. Julien, toi, pour cette équipe du PSG, sans trembler pour la qualif, le plus dur a été fait? Justement, on parlait de match référence, dynamique, etc. Là, c'est le moment de prouver que c'est pas un feu de paille ce qui s'est passé face à Manchester City. Là, ils ont une occasion rêvée, une semaine plus tard, sur la pelouse du club allemand, de démontrer que tout ce qui a été bien fait face à City, ils peuvent le refaire en terre hostile, entre guillemets, face à Stuttgart. Voilà. Après, franchement, les voir trembler face à cette équipe, tout le respect que j'ai pour nos amis allemands. Bon, je pense quand même que Paris, Paris a les cartes en main, de toute façon. Voilà, Paris a son destin en main. S'ils font pas les cons, voilà. C'est pas ça le problème. Ouais, mais non, mais voilà. Ça, le je pense qu'ils en ont pleinement conscience et que. Oui. Mais est-ce que Paris pardon Julien, est-ce que Paris est finalement pas meilleur? Parce que je vois qu'en phase de poule, l'année dernière déjà on avait galéré. Est-ce qu'il n'est pas meilleur comme si c'était un 32e de finale et contre City ils ont un peu joué comme ça? Je pense que ça va être le discours, ça doit être le discours de la direction sportive, de se dire c'est encore une finale à jouer. C'est ce qu'a dit d'ailleurs hier Nasser en zone mix. On a 2 finales à jouer, ils ont gagné la première. Il y a la deuxième à disputer. Il faut l'aborder de cette manière-là, quoi. En tout cas, le Paris Saint-Germain face à Stuttgart à vivre, bien évidemment, sur l'antenne d'ici Paris, Île-de-France, soirée spéciale, folle, j'en suis persuadé. On va encore se régaler, ce sera à vivre et ce sera, c'est mercredi prochain, bien évidemment, dans un multiplex totalement fou. Pierre Clément est déjà en train de se préparer parce qu'il va y avoir des buts de partout et le classement, effectivement, va bouger. Les amis, avant de se quitter, dans quelques minutes, on aura aussi le plaisir de réécouter les buts puisque il s'est passé une soirée un peu folle hier soir, bien évidemment. On va parler mercato pour accélérer dans cette on se rappelle 22e le Paris Saint-Germain et le prochain match en championnat, parce qu'il y a un prochain match en championnat, ce sera face à Reims et ce sera au Parc des Princes, à suivre là aussi sur notre antenne, et ce sera samedi soir à 21h. 05. Voilà, l'horaire préféré de Julien Froment. Ça fait une semaine qu'il n'arrête pas de me dire 05 parce que c'est le nouvel horaire du diffuseur pour la Ligue 1, 21h05 le samedi. Ouais, Pourquoi 05? Pourquoi pas 07? Pourquoi pas 10? Mais pourquoi? C'est juste pourquoi, en fait. Écoute, on les embrasse parce que tu vois, on avait une copine à nous qui était dans l'émission. On aurait dû en profiter pour lui demander. Oui, mais on lui demande pas. On lui demande pas. On va parler du mercato puisque il y a des départs désormais du côté du Paris Saint-Germain. On a trouvé la solution pour les prêts, pour se débarrasser des prêts à l'étranger. On rappelle que le PSG s'est un peu embrouillé le cerveau avec les histoires de prêts. Les prêts à l'étranger, c'est 6 par saison. On en avait qui nous ont bloqués. Il y en a qui nous ont bloqués. C'est Randal Kolo Muani qui était bloqué. C'est Skriniar qui est parti du côté du Fener. Où est-ce qu'on en est, Marc? Je me retourne vers toi, car j'ai cru comprendre qu'on avait déjà réglé un problème avec Bernat. Semble-t-il. Lundi, quand on a fait l'émission, je vous avais dit que le club avait promis à la Juve de régler
la question d'ici mercredi, donc ça s'est réglé hier. Enfin, ça s'est réglé hier, c'était confiant parce qu'en fait, ils avaient trouvé un terrain d'entente. En gros, j'ai pas les détails, mais ils ont résilié le contrat de Juan Bernat. Donc j'imagine qu'il y a eu une négociation pour que Juan Bernat, qui était sous contrat jusqu'en 2026, puisse récupérer un petit peu d'argent. Et Juan Bernat ils ont aussi cassé le prêt. Et après résiliation, Juan Bernat s'est engagé jusqu'à la fin de saison, sans option pour une saison supplémentaire, avec Villarreal. D'accord, donc Randal Kolo Muani, maintenant à la Voilà. Juve, ça À va la être Juve, annoncé c'est bon. là, dans les, C'est bon. ils vont pouvoir faire toute leur communication. Il s'est même entraîné, hein, Oui, Randal oui, Kolo mais Muani, surtout, avec, ils vont pouvoir envoyer les papiers à l'UEFA, tous les documents de mutation vont pouvoir être envoyés. Il est en train de bien se passer, ce mercato d'hiver, dans le sens des départs. On avait 2 joueurs qu'il fallait exfiltrer rapidement, Randal Kolo Muani et Milan Skriniar. On va même pas les faire dans les derniers instants, Alex, Ouais, mais c'est en train de il y a un s'arriver. problématique quand même. C'est Pardon, quoi je coupe Alex, mais c'est qu'en fait, il faut résilier un autre prêt maintenant. D'accord, et donc Puisque Skriniar, c'est un prêt aussi. Skriniar, c'est un prêt sans option d'achat. Ah, il n'y a Donc, pas d'option d'achat? non, il n'y a pas d'option d'achat. D'accord. Donc là, il va falloir qu'un des autres joueurs qui est en prêt soit lui aussi cédé à un club. Donc a priori, ça penche sur Cherendour. C'est vrai qu'au début du mercato, le PSG travaillait, avait espoir que West Ham fasse Carlos Soler, mais il y a des petites dissensions en interne et le changement de coach rebat un peu les cartes. C'est quand même, on est en train de À réussir West notre Ham. coup, de sortir les deux. Et ça, c'est important. Oui. Est-ce qu'il y a un regret, en fait, de les voir partir les deux, et que ça soit Randal Kolo Muani et Skriniar? Alors, sur Skriniar, non, pas spécialement, parce que c'est pas forcément le joueur qu'on attendait. Sur Kolo Muani, moi, je l'ai déjà dit, moi, c'est un petit pincement au cœur, parce que c'est un joueur moi, que j'aime bien, et surtout, c'est un vrai amoureux du club, c'est un vrai gamin de la capitale. On sentait qu'il réalisait son rêve en jouant au PSG. Et moi, je trouve ça vraiment dommage en fait que ça se soit passé comme ça. Maintenant, moi, que ce soit au PSG ou ailleurs, moi, je suis toujours des gens qui disent il vaut mieux un joueur qui est bon et épanoui dans un club, avec lequel il n'a pas d'attachement particulier qu'un joueur qui soit malheureux dans un club qu'il adore. Donc voilà, moi j'espère juste que ça va bien se passer pour lui. Et puis voilà, si l'histoire doit continuer à s'écrire avec le PSG, s'il doit revenir un jour, ça sera toujours un plaisir. Mais moi j'espère juste qu'il va retrouver du temps de jeu et retrouver son niveau, parce que c'est un joueur moi, que j'aime bien, Randal Kolo Muani. Personne pour sauver Milan Skriniar, c'est une opération ratée finalement avec le Paris Saint-Germain. Ça n'a jamais marché, Julien. Entre blessures et à l'image de son manque dos, de vitesse. quoi. Hein, C'était quand même la première partie de saison dernière, c'est le joueur le plus utilisé par Luis Enrique. Oui, alors après, oui, il a eu donc il a rendu ses services quand un même. temps de jeu conséquent. Paris lui a couru après pour le recruter. Il a failli faire une dinguerie en lâchant des millions et des millions. Bon, finalement, ils en ont dépensé des millions sur son salaire, mais pas sur le transfert. Ça a pris à la signature. Ouais. Voilà, la prime à signature. Ouais. Mais non, c'est sans regret, parce que au final, il n'était pas si compatible que ça avec ce que voulait Luis Enrique. Et puis je pense qu'il y a peut-être aussi une petite erreur sur la marchandise, en se disant on pensait avoir le Milan Skriniar de l'Inter, dominateur, solide, etc. Puis bon, on a eu son cousin éloigné, quoi, en gros, tu vois. Donc écoute, il va se refaire la cerise à Fenerbahçe avec Mourinho, très bien. Et puis voilà, tant mieux pour Paris. Enfin, tu vois, ça arrive des... Alex et Marc, très rapide, après je vous pose une question et on terminera. Juste un tout petit bémol, c'est vrai que le PSG, alors depuis l'arrivée de Luis Campos, cède bien ses joueurs, mais prête beaucoup, quoi. Le PSG est un enfant qui prête beaucoup ses jouets, quoi. Il y a un truc de... C'est bien de vendre aussi un petit peu, même si je sais que c'est un marché compliqué avec des joueurs qui sont beaucoup trop payés pour certains clubs. Mais voilà, on s'est retrouvé quand même dans une situation rocambolesque sur ce mercato à cause de ça, quoi. Sur Milan Skriniar, juste Marc, si tu as la réponse, peut-être que je peux te mettre un showstrap et te mettre en difficulté, mais est-ce que, comme pour Randal Kolo Muani, son salaire va être pris en charge par Fener, ou j'ai pas la réponse. C'est un prépayant en tout cas. Prépayant, ouais, d'accord. Ouais. Ok, bon, ça, donc tu récupères un peu d'argent quand même sur cette histoire, tout en sachant que c'est l'un des plus gros salaires du Paris Saint-Germain qui file du côté de Fenerbahçe en Turquie. Après, parfois, il arrive que des fois, des clubs prennent en charge le salaire du joueur qu'ils prêtent, mais qu'ils fassent payer le prêt pour compenser en fait le fait qu'ils perdent de l'argent en payant le joueur.
Faut-il recruter? C'est ma dernière question. Quel secteur? Est-ce qu'il va falloir recruter? On nous laisse entendre que Paris va pas vouloir repartir sur un défenseur central en laissant partir Skriniar, puisque c'est un prêt sans option d'achat. Dans quel secteur il faut recruter? Moi, j'aurais dit latéral gauche, mais c'était... À droite. Non, à droite. Latéral droit, mais urgemment. Pourquoi? On a bien vu à Lens, il n'y avait pas Hakimi, on a bien vu ce que ça donnait. Hein. Alors, au final, le PSG gagne, miracle, hein, le match à Lens, mais le ne pas avoir de remplaçant à un joueur aussi important qu'Achraf Hakimi, c'est un vrai problème, je trouve, dans cette équipe. Et c'est un problème pour le coup, de construction, quoi. Tous les postes sont doublés, sauf celui-là. Voilà. Donc, c'est une anomalie, il faut la corriger. On se retourne vers les deux hommes qui font un peu d'inside, les garçons. Oui. Hein, Moi, je vais les boire de l'eau. Oh, pardon, il le prend à chaque fois. Je le prends à la rigolade. Je le mets non. Voilà. Non, tournons-nous vers Monsieur Méchénois plutôt. Je me retourne vers les deux. Non, les garçons, est-ce qu'on est vraiment en train de chercher un latéral droit ou est-ce que le Paris Saint-Germain se concentre sur un attaquant, sur un nouveau milieu de terrain? Quel est le profil recherché? On nous dit que ça va encore bouger. Moi, je pense que ça peut bouger dans le sens des départs, en fait. C'est tout. Marco Je suis Asensio? pas sûr. Ouais, peut-être. Après, si Marco Asensio part, je pense qu'il y aura une recrue, parce que on sait que Luis Enrique est attaché à la stabilité numérique de son effectif, et en termes de qualité aussi. Après, on essaie de sonder un peu les gens qui voient la direction sportive, leur dire qu'est-ce que vous avez vu comme discussion, qu'est-ce qu'ils veulent. Et c'est vrai que en novembre, début décembre, l'idée d'un défenseur central pied droit, elle était là. Et au cours du mois de décembre, c'est une idée qui s'est un peu effritée. Pourquoi, je ne sais pas, mais Luis Campos, dans les discussions qu'il pouvait avoir, il disait on va faire un ailier sûr. Mais c'était plus hypothétique, ça devenait de plus en plus hypothétique pour le défenseur central. Alors que, c'est vrai qu'ils avaient une priorité de recrutement, ils ne peuvent pas la faire au poste de défenseur central. Donc, visiblement, je pense qu'ils ne vont pas se retourner. Ils ne vont pas se retourner. Julien, latéral droit, toi aussi, ou tu pars sur un autre profil? Oui, Terminé. parce que ça permettrait de ne pas voir Warren Zaïre Emery à ce poste-là. Du gâchis, quand même. Du gâchis, oui et non, parce qu'après, ça reste un jeune joueur et dans sa formation, ça peut toujours lui être utile. Et de toute façon, faut pas oublier qu'Enrique, il met quand même tout en haut de la liste la polyvalence de ses joueurs et cette capacité à pouvoir jouer un peu partout. Donc voilà. Mais c'est vrai que si Paris pouvait avoir un latéral droit de formation pour des fois faire souffler Hakimi sur des matchs un peu en mousse de Ligue 1, ça serait une bonne idée. En tout cas, oui. Ouais, moi, vraiment, je pense qu'il va non, mais sur la Ligue 1, ils vont faire jouer Yoram Zagué. Et puis à la fin de la saison, ça lui donnera une petite cote sur le marché s'ils veulent le vendre ou voir le prêter avec une option d'achat. Les amis, c'est terminé pour cette émission. Il est temps de se dire au revoir. Voilà 100% PSG La Tribune, le podcast de 100% PSG La Tribune, ici Île-de-France. Pardon, là je me suis tout emmêlé. Voilà, c'est terminé en tout cas pour ce podcast. Je me suis bien mis dedans parce que j'étais en train de penser aux petits cadeaux que je voulais vous faire avant de vous dire au revoir. Je remercie Alex, je remercie Julien, je remercie Ambre et je remercie Marc, Pierre aussi à la réal de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. N'hésitez pas bien évidemment les petits commentaires sur la vidéo YouTube et sur les plateformes de téléchargement, les petites étoiles, ça fait toujours plaisir et pour bien sûr progresser dans les classements. On se dit au revoir avec le petit cadeau qui va bien, c'est-à-dire les buts face à Manchester City. Ciao, bye bye. Voilà, allez, Barcola, il est parti. Barcola, il n'y a pas de position hors jeu. Barcola qui accélère. Barcola qui revient sur une réparation. Centre en retrait Dembélé. Goal pour le Paris Saint-Germain. Bradley Barcola, voilà Bradley, l'accélération sur le côté gauche, Bradley Barcola, centre en retrait, ouverture du pied, pour Ousmane Dembélé, à 10 mètres de la case, voilà, Joao Neves, bonne récupération de balle au milieu de terrain, Joao Neves dans l'axe, qui donne à Fabien Ruiz, écarte côté gauche pour maintenant Désiré Doué, qui veut se mettre sur son bon pied, il a la barre, le ballon, Bradley Barcola, l'égalisation, ce petit ballon qui a roulé et tapé le poteau
gauche pour rentrer finalement dans la cage d'Ederson. Pacho, il est en position de hors-jeu effectivement. Dembélé aussi, prudence. C'est parti. C'est le tête. Ah oui, de Joao Neves. Joao Neves devant la tribune Boulogne. Les bras en croix au deuxième poteau de la tête. Ce petit est immense. Il est extraordinaire. La tête de Joao Neves au deuxième poteau. Joao Neves. Exceptionnel. Ballon pour à nouveau Joao Neves. Achraf Hakimi pour Gonzalo Ramos. Le ballon, le face-à-face. Ah oui, oh non. Ah, c'est encore en position de hors-jeu. Mais c'est pas un gars qui hors-jeu. Position de hors-jeu, Gonzalo Ramos, il a ouvert le pied, il l'a mis en pleine lulu. Il lui en faut pas 50 à Ramos. Hakimi, remplace-toi, on s'en fiche là. Allez, Ederson qui va dégager. Bon, moi je sais pas là, pour moi il n'y a pas. Faut la gagner cette balle. Alors attends, parce qu'il y a un check bar. Monsieur Marcignac.